Alors depuis quelques jours, beaucoup de personnes s'interrogent sur la suite, l'avenir entre guillemets du pétrodollar, puisque certains évoquent des changements drastiques dans les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis et surtout le dollar dans le cadre des échanges. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est envisageable pour l'Arabie Saoudite de se passer du pétrodollar et de passer à des échanges normes BRICS, c'est-à-dire le plus en plus avec leur monnaie nationale? On l'a vu, ça a commencé. Bon, c'est quand même quelque chose de compliqué à mettre en œuvre, d'une part parce que l'Arabie Saoudite est quasiment une base militaire des États-Unis dans la région. D'autre part, que pourrait l'Arabie Saoudite si les Américains se fâchaient? C'est compliqué. En tout cas, avec Karl Brochu, on va en parler. Cette vidéo est la première partie d'une séquence de vidéos sur le sujet. Elle est relativement courte pour vous mettre en appétit. Et on va également, évidemment, faire le lien avec ce qui se passe en ce moment en Europe, avec le sommet de la paix, entre guillemets, en Suisse, avec la situation sur le front du Donbass, mais également avec la dissolution de l'Assemblée nationale en France et tout ce que cela implique. Donc, je vous invite à regarder cette séquence de vidéos que nous allons faire avec Karl Brochu, qui lui est au Québec. Bon, en ce moment, je suis en Normandie. Il est relativement tôt ce matin quand j'enregistre cette vidéo. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à la partager, que vous serez nombreux à la commenter, mais également à décider d'aider cette chaîne, ma chaîne YouTube, ou éventuellement de me rejoindre sur Substack. Si certains d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes dans la région de Deauville, n'hésitez pas à me contacter dans les messages. On peut essayer de se voir jusqu'à demain soir. En fait, je suis à Villerville. Et voilà. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Grave. Et l'Arabie Saoudite qui n'a pas renouvelé son entente avec les États-Unis, ce fameux pétrodollar-là qui fait la puissance des États-Unis depuis les années 1970. Ce qui s'est passé cette semaine, que le prince Salman, le prince, c'est vraiment un fait très important qu'on doit analyser. Et Bertrand Scholler va analyser ça avec moi dans la prochaine heure. Et alors, sans plus tarder, en direct à quelque part en Europe, il va nous le dire. Bertrand Scholler. Bertrand, comment ça va? Bonjour Karl, bonsoir pour ceux qui sont en France. Alors je suis en Normandie, je suis pas très loin de Deauville, Trouville. J'ai mis un peu plus de temps à arriver parce que j'ai eu vraiment mal à la tête, comme si j'avais une migraine. Donc j'hésitais presque à... Et là ça va beaucoup mieux. Mais après en fait j'ai un dîner, donc on aura 3/4 d'heure environ. On va pas pouvoir faire l'heure. C'est bien, j'abuserai pas de ton temps. Non, mais je peux revenir après. Oui. Mais j'ai des personnes qui m'attendent pour passer à table. OK. Donc, on sera pas long ce soir, Bertrand. Un gros merci encore une fois. Je comprends très bien ça, puis j'abuserai pas de ton temps. Je vais te demander de me parler de deux nouvelles cette semaine. L'Arabie Saoudite qui ne renouvelle pas son entente avec les États-Unis sur le fameux pétrodollar. Ça accélère le basculement du monde. Alors, j'aimerais que tu parles un peu. Alors, effectivement, j'ai vu cette nouvelle passer. Il y a beaucoup de gens qui la contestent parce que je vais peut-être revenir un petit peu dans l'histoire. Donc, les Américains, quand le pétrole a été découvert, on sait que des grandes familles américaines comme les Rockefeller ou les Getty ont été très impliquées dans l'exploration et la production pétrolière partout dans le monde. Et il y avait une compagnie qui s'appelle Standard Oil, qui appartenait à la famille Rockefeller, qui était la compagnie la plus puissante au monde.
Et cette compagnie, elle était plus puissante que les États, elle était plus puissante que tout. Et donc, à cause de la puissance de cette compagnie, les Américains ont créé une loi antitrust. Parce que c'était une compagnie qui était plus puissante que quasiment tous les États du monde. Quand le pétrole a commencé à avoir l'usage qu'on lui connaît. Et donc, elle a été coupée en 7 compagnies, Standard Oil. Et dont une compagnie, évidemment, Standard Oil, les initiales c'est SO, et ben la première compagnie des 7, c'est la compagnie SO, mais E2SO. Et il y a eu 7 compagnies, et qu'on appelle dans le milieu les 7 sœurs, les Seven Sisters. Et il y a un livre passionnant qui a été écrit pour expliquer comment, en fait, le fait de diviser SO en 7 compagnies pour la loi antitrust n'a pas du tout affaibli la famille Rockefeller. Au contraire, elle lui a donné beaucoup de plus puissance et d'influence, puisqu'en fait, elle a été obligée de vendre des compagnies pour ne plus les contrôler. Elle a pu en garder certaines, en particulier SO, mais pas seulement, puisqu'il y avait Esso, Mobil qui s'est spécialisé dans l'huile. Mais en fait, ils se sont retrouvés avec énormément de cash et avec en réalité le contrôle des directions générales de toutes ces compagnies qui se sont partagées le monde. Et en particulier, évidemment, le Moyen-Orient. Donc, tu avais à l'époque, l'Iran, c'était le Shah d'Iran. Il faudrait vraiment rentrer dans le détail, mais le Shah d'Iran, même avec une toute petite partie des revenus du pétrole que lui laissaient les compagnies privées américaines, il était déjà très riche. Mais à un moment, il a eu un premier ministre qui voulait plus d'argent, il s'appelait Mossadegh, il a été tué. Et donc ensuite, le Shah est redevenu plus raisonnable. Et puis en fait, après, on connaît la révolution, etc., le rôle de la France. Enfin bref, donc le pétrole, c'est quelque chose qui permet à des compagnies d'être tellement puissantes qui peuvent renverser des pays, même des pays puissants avec une grosse histoire, comme l'Iran. Mais les bananes aussi, c'était la même chose. C'est-à-dire que quand tu prends l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, les producteurs de bananes, les producteurs de fruits, ils avaient aussi le contrôle de tout. Et maintenant, c'est aussi les gens dans l'exploitation minière, puisqu'on entend parler des mines de nickel, de cuivre, etc. Et on sait très bien que ça représente tellement d'enjeux. Voilà. Donc ça, c'était juste pour faire un schéma. Les grands groupes américains avaient un contrôle très fort et très ferme sur qui dirige tel pays. Mais il y avait un petit pays, enfin un grand pays par la taille, mais un petit pays par la population qui s'est avéré être un nid inimaginable de pétrole. C'est l'Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, tu avais des familles un peu de bédouins. Donc la famille Ben Salman, pour simplifier, en fait, c'était des rois, des tribus. Mais il y avait des luttes entre tribus, entre cousins, pour plein de raisons. Mais ces gens se sont retrouvés avec des quantités considérables de pétrole. Et donc, ils étaient évidemment dans des relations très proches avec les Rockefeller, les Getty dont j'ai parlé et d'autres milliardaires, par exemple Gulbenkian, qui est un peu connu à cause de ses musées. Mais à une époque, c'était un des hommes les plus riches du monde, parce qu'en fait, il demandait pas d'argent, il demandait un pourcentage dans les contrats qui permettaient de faire. Et Gulbenkian, c'était un Arménien, mais qui avait ses entrées dans le monde musulman. Donc il était quelqu'un d'utile, il était un homme de confiance, en fait, de ces familles régnantes pour obtenir, en fait, la négociation de contrats pétroliers. Puisque c'était pas l'État américain qui négociait les contrats pétroliers, c'était les boîtes privées américaines. Mais il y avait des luttes. Les Français s'y intéressaient, les Allemands s'y intéressaient, les Anglais évidemment, enfin les Dutch, les Hollandais, puisque tu avais la Royal Dutch Shell, il y avait les grosses compagnies allemandes, les compagnies italiennes. En fait, tout le monde s'intéressait à cette région.
Et donc les Américains, influencés par la famille Rockefeller, les familles Getty, se sont dit il faudrait faire d'une pierre plusieurs coups. Et c'est un peu le contrat qu'ils ont signé avec l'Arabie Saoudite. Alors je simplifie, mais pour aller droit à l'essentiel, les Américains ont garanti la protection complète de cette famille, c'est-à-dire que personne ne pourrait les renverser, contrairement à ce qui s'était passé dans des familles voisines, sous réserve que bonjour Carrington, bonjour Michel. Donc sous réserve que d'une part les transactions se fassent uniquement en dollars, donc les transactions de pétrole ne se fassent qu'en dollars, et d'autre part que ce dollar, puisqu'en fait c'était au début qu'avec l'Arabie Saoudite qu'il y avait ce contrat, et que ces dollars, au minimum 30%, seraient utilisés pour acheter des biens et des services aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis se créent un double avantage, c'est-à-dire que tous les pays qui voudraient acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite devraient acheter des dollars, et l'Arabie Saoudite, avec tous les dollars qu'elle aurait, il fallait qu'elle achète des biens et des services aux États-Unis, de tout type. Mais assez vite, ça s'est transformé en pétrole. Pas en pétrole, en armement. Et on sait, par exemple, on se rappelle tous de ce contrat mirobolant de Trump qui était un contrat de 300 milliards de dollars qu'il avait signé pendant son mandat avec la famille royale d'Arabie Saoudite, puisqu'en fait, elle achète énormément de choses. Donc, mais c'est pas véritablement des contrats qui sont, c'est des contrats, mais en fait, la seule valeur du contrat, de ce type de contrat, c'est véritablement une valeur tacite, parce que le contrat en lui-même, ça sous-entend que l'Arabie Saoudite, c'est une colonie américaine. Et c'est d'autant plus une colonie américaine que d'une part, comme les Américains vendent des armes qui sont limitées dans leur usage, pour éviter qu'en fait elles se retournent contre les Américains, ils ont quand même fait, pour être plus efficace, si jamais l'Arabie Saoudite était attaquée par l'Iran, parce que l'Arabie Saoudite c'est un pays chiite et l'Arabie Saoudite c'est sunnite et l'Iran c'est chiite en fait. C'est un schisme au sein de l'islam, au sein de la religion musulmane, qui est très vif, à tel point que pendant les 20-30 dernières années, les relations de l'Arabie Saoudite avec Israël étaient meilleures qu'avec l'Iran. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je disais, à l'époque de Trump, il y avait énormément de contrats d'armement et il y avait finalement une Arabie Saoudite qui était très disciplinée dans le sillage de la politique américaine. Et comme l'Arabie Saoudite est le leader dans cette région, tous les autres pays suivent l'Arabie Saoudite, le Koweït, Qatar, même s'ils peuvent avoir des différences. Si tu veux, l'Arabie Saoudite, c'est un peu le taulier de la région. C'est les plus riches, c'est ceux qui ont les ramifications les plus fortes, parce que il faut quand même imaginer que l'Arabie Saoudite, c'est pas des naïfs. Ils ont également une diplomatie très forte, ils ont bien utilisé leur argent pour prendre des positions importantes dans le domaine de la finance et de l'industrie américaine, donc ils sont devenus réciproquement des acteurs puissants. Ils n'étaient pas juste des gens qui achetaient de l'armement, ils ont créé, entre guillemets, tu vois, comme dans un bras de fer, une forme de force symétrique. Mais en fait, il y a eu un nouveau président, le fameux président qui est mort dans un accident d'hélicoptère iranien, qui a complètement changé la donne. Et il a été le premier président iranien à complètement changer la vision géopolitique qui était celle d'Iran avant. Jusqu'à là, l'Iran était un pays extrêmement fier, sûr de sa position face au diable américain, et il n'était pas du tout prêt à faire des conditions et des concessions par rapport à ses positions. Et là, on a eu ce président très diplomate qui a même accepté, entre guillemets, la mort
du fameux général Soleimani qui était le chef des brigades de la Révolution. Donc parce qu'il avait compris un peu pourquoi Trump l'avait fait. Enfin, c'était pas inexcusable, mais c'était comme une espèce de négociation bizarre pour obtenir la paix entre Israël et la Palestine. Donc c'était les accords Abraham, mais également pour régulariser finalement la communication dans cette région. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Donald Trump, c'est un homme d'apaisement. Donald Trump, c'est un businessman. Un businessman, il aime pas la guerre. Il est dans l'hôtellerie, lui, il est dans le tourisme, il est dans la détente à la télé. Il est pas dans les chaînes d'information continue qui aiment la guerre. Et il est pas dans l'armement, il est pas dans les médicaments antidépresseurs et les machins. Donc Trump, c'est quelqu'un qui aime l'apaisement et qui pense que l'Amérique a pas besoin d'être en guerre avec le monde entier en permanence pour être un pays très puissant. Il pense que l'Amérique a en elle-même et dans sa capacité d'attirer sans cesse des élites avec ses universités, avec la Silicon Valley, avec la Floride, etc., a tout et donc pas besoin de faire ce que Obama avait privilégié et d'autres avant lui. Et donc ce fameux Ben Salman a commencé à discuter avec les Iraniens. Puisqu'en fait, c'était également le destin de Ben Salman, ce pourquoi son père l'avait préparé. Et donc, d'une part, il avait éloigné tous les pro-américains. On avait parlé dans une autre vidéo de tout. Il s'était passé la même chose en Chine. Et donc, dans cette période, en fait, du Covid, et un peu avant, un certain nombre de chefs d'État ont fait le nettoyage. Ils se sont débarrassés, si tu veux, des putes, des gens qui aiment pas leur propre pays et qui préfèrent le dollar à leur peuple et qui préfèrent le dollar à l'avenir de leur pays. Et donc, il a fait ce travail avec une certaine violence puisque il y a à peu près 400 membres de la famille royale qui ont été mis en prison, leur argent a été confisqué. Alors, prison, quand tu es membre de la famille royale, ça veut dire que tu es enfermé au Ritz. Ça veut pas dire que c'est dans des cachots comme tu pourras avoir dans d'autres pays, mais c'est voilà, ils ont plus accès à leur argent sans demander. Enfin bref, il était très sévère. Et donc c'est pas vraiment qu'il y a un contrat qui a été rompu. Tout ça s'est passé tout doucement. C'est-à-dire que dans le cadre des sanctions, ils ont commencé à prendre des libertés avec les monnaies qu'ils utilisaient. Donc ils ont trouvé des ficelles pour que certaines de leurs compagnies privées fassent des contrats où il y avait toujours du dollar, mais en fait le contrat était quand même aussi libellé en yuan, la monnaie chinoise. Et de fil en aiguille, en fait, avec les BRICS, avec tout ça, ils ont trouvé dans les contrats historiques, parce qu'en fait les contrats, on sait tous, ils sont faits pour être revisités, d'une part qu'il y avait peut-être une date de péremption, ce qui n'est pas véritablement le cas en fait, puisque c'est un contrat à la vie, à la mort. Donc en fait, le fait de dire aux Américains le pétrodollar disparaît, puisque l'Arabie Saoudite à elle seule, c'est à peu près 30% du pétrole mondial qui est commercialisé. Mais l'Arabie Saoudite, c'est le Golfe Persique, et c'est 60% du pétrole en fait, si tu rajoutes l'Irak, si tu rajoutes l'Iran. Et comme maintenant ces pays sont devenus amis, donc quand le président iranien, qui est quelqu'un qui a vraiment œuvré jusqu'à sa mort avec son ministre des Affaires étrangères, a apaisé les relations avec l'Arabie Saoudite, à tel point que le numéro 2 d'Arabie Saoudite, vraiment le bras droit de Ben Salman, était aux obsèques. Aujourd'hui, l'Irak est un pays qui est véritablement devenu chiite, qui est très proche de l'Iran. Et l'Arabie Saoudite, qui aurait pu normaliser ses relations avec Israël, les a complètement rompues. Et je pense que Ben Salman, qui est vraiment, alors quitte à être caricatural, un mâle alpha, il avait des bonnes relations avec Trump, il a d'excellentes relations avec Poutine, il est dans une lune de miel complète avec la Chine, il aime bien Elon Musk. Donc on a vraiment un Ben Salman qui est rentré dans le camp du bien, mais vraiment très fortement. Alors je sais que c'est un peu caricatural pour les gens qui nous écoutent, mais c'est très important à comprendre et on voit bien ce qui se passe avec la perspective des élections. C'est que les partis
classiques, ils sont tous dans le camp du mal, en fait. Ils font tous le même programme. Ils veulent la guerre, ils veulent l'inflation, ils veulent l'euthanasie, ils veulent l'IVG, ils veulent tout ça. Et le découpage du camp du bien, c'est un découpage qui dépasse les partis. C'est devenu, en l'occurrence, un découpage international. Et tu vois bien, toi, au Québec, Karl, bah, si tu devais parler de politique, tu serais bien malaisé à parler par rapport au parti actuel et par rapport aux gens qui sont dans les parlements ou ailleurs, puisqu'en fait, on a envie de s'identifier plus par rapport à ces lignes de démarcation mondiales qui sont non au dollar hégémonique, non à l'armée américaine hégémonique, non à l'Union européenne qui nous détruit tous. Voilà, ben c'est exactement, là tu as des images. Et tout ça, ça dit tout en fait. C'est une image pour moi là, qui montre bien le basculement du monde. Exactement. On va essayer de trouver pendant que tu finis ton explication, celle quand il accueille Biden. Mais cette image-là, je pense qu'on va la retenir dans l'histoire. Exactement. Et quand c'est Biden, il lui fait juste un petit coup de poing. Ça veut dire qu'il veut même pas serrer la main de Biden. Tu sais, il lui fait un petit check. Ça veut dire, t'es pas digne de serrer ma main. Il faut voir l'arrivée quand Poutine a été invité en Arabie Saoudite, mais il y avait genre 50 chevaux pour l'escorter. Il y avait plus d'avions dans le ciel que pour aucun président. Peut-être le chinois. Mais en fait, eux sont pas dans la course. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se font confiance. Ils se sont compris les uns les autres. Ils ont compris qu'ensemble, ils peuvent éviter le chaos mondial. Et c'est vraiment ça que j'aimerais bien que les gens comprennent ce soir dans cette émission un peu plus courte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent redonner le respect au peuple, à leur peuple. Et il y a des personnes qui veulent que quelques boîtes deviennent tellement plus puissantes qu'on soit dans des films, tu vois, comme, tu sais, ces films de science-fiction, Blade Runner ou Robocop ou autres, où tu as des compagnies qui, en fait, qui vont faire confiance aux humains. Il s'est passé quelque chose d'incroyable hier. Le nouveau ChatGPT, ils l'ont testé. Et pour la première fois, en fait, il y a un test qui s'appelle le test de Turing, et pour vérifier quand la machine, en fait, réussit à surpasser l'homme. Et donc, pendant quelques minutes, en fait, des personnes doivent deviner, il y a un écran, et donc ça se passe communication écrite, et ils doivent deviner, en fait, qui est l'homme ou la machine en face d'eux. Maintenant, la machine bat l'homme dans plus de 70% des cas. C'est-à-dire, la machine a l'air d'être plus humaine qu'un homme pour des hommes qui essaient de la tester. Donc, on en est là, en fait. Et donc, tous ces gens dont je parle, les Chinois, Russes, etc., sont à l'inverse du World Economic Forum, à l'inverse de Biden, à l'inverse de Google, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter ce cycle vers le transhumanisme. Ils veulent redonner une place aux religions. Mais tu vois, le président russe, il est orthodoxe, c'est son pays orthodoxe. L'Arabie Saoudite, c'est sunnite, c'est musulman. Mais tu vois, ils s'entendent indépendamment des religions. Et le départ du dollar, en fait, des échanges pétroliers, effectivement, ça va pas se passer aussi brutalement que les gens qui ont dit cette nouvelle hier l'ont dit. D'abord, ça a commencé depuis plus longtemps. Ça va continuer petit à petit parce que même pour les Russes et les Chinois, le dollar, c'est quelque chose qui est utile. Et ça, c'est vraiment important de réaliser que pour eux, le dollar, il est quelque chose qui a véritablement un usage. Ce que eux n'acceptent pas, c'est que les Américains en ont fait une arme. C'est-à-dire que c'était un outil qui a permis au monde entier de développer les échanges internationaux comme ils sont. Mais les Américains, véritablement, à partir des années 70, mais encore plus à l'époque d'Obama, l'ont perverti. C'est-à-dire il faut quand même se rappeler de quelque chose
d'important, c'est qu'Obama est véritablement l'inventeur des révolutions de couleur. Vous me perdez ou ça va? Vous m'entendez bien? On perd un petit peu, mais c'est correct. On a perdu. Il y a Obama là, que j'ai pas entendu. Oui, je disais que Obama était quand même celui qui avait beaucoup plus militarisé le dollar qu'aucun autre avant lui pendant ses 2 mandats, parce que Clinton n'avait pas fait ça en fait. Vraiment, c'est Obama qui a militarisé le dollar, et c'est sous Obama que se sont multipliées les révolutions de couleur, dont la plus dramatique, c'est la révolution en Libye. La Libye qui est également un grand producteur de pétrole et dont les échanges se passent en dollars. Donc aujourd'hui, en fait, pour revenir sur le dollar, c'est ce que tu montrais avec Bertrand Place, c'est une monnaie où, en principe, il faudrait payer les gens pour avoir des dollars. Parce qu'en fait, le dollar, ça représente plus de dettes que de capitaux. C'est-à-dire, si tu mets d'un côté toute la richesse des États-Unis et la richesse possible à venir, et de l'autre côté, le nombre de dollars qui existent, en fait, les dollars ne valent rien. Il y a que des dettes.